Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour le retour de la balado en 2025. D'abord, je vous souhaite une excellente année. Parce que là, c'est le premier épisode, c'est le 16e épisode de la saison 7, mais c'est le premier que je mets en ligne pour l'année 2025. J'espère qu'on va la passer longuement ensemble. Aujourd'hui, je vous convie à un épisode qui est enregistré juste avant Noël avec René Daniel Dubois, le 3e épisode de Being at Home with René Daniel. Vous allez voir, il arrive toutes sortes de choses dans cet épisode-là. J'ai même lancé un défi à René Daniel à la toute fin. Vous allez comprendre, parce qu'il revient sur certaines de ses marottes, mais bon, la discussion est toujours bien intéressante. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à m'entretenir avec René Daniel. Vous allez voir aussi que il y a des écarts de langage que j'ai dû corriger en utilisant une vieille technique qu'on utilisait à CKAC avec les insolences de Tex Lecor. Pour les plus vieux, vous vous rappellerez bien sûr des insolences de Tex Lecor et vous allez voir, j'ai utilisé en fait les mêmes sons. C'est très drôle. Moi, je trouve en tout cas que c'est très drôle. Vous allez voir aussi, il y a une petite confusion que je vis. Alors, écrivez-moi pas, je le sais, là. C'est quand on parle de Voltaire, et il y a certaines œuvres de Voltaire, pour une raison que j'ignore, que je mélange avec celles de Denis Diderot. Et c'est ce que je fais. Alors que dans le fond, en réécoutant puis en montant l'épisode, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas trompé du tout. Mais quand on écoute l'épisode, on a l'impression que je suis tout mélangé entre Diderot et Voltaire. Je sais que j'ai des spécialistes des Lumières parmi les auditeurs et les auditrices. Alors, vous pouvez m'écrire si vous voulez, mais je le sais là, qu'il ne fallait pas que je mélange Jacques Le Fataliste, entre autres. Vous comprendrez. Cela dit, René Daniel avance quelque chose sur Joseph de Maistre par rapport à Voltaire, et là, je suis pas sûr qu'il a raison. Alors parce que je suis allé vérifier après, puis je pense que chronologiquement, ça fonctionne pas. Vous allez tout comprendre quand vous allez écouter l'épisode. Mais avant, je veux absolument vous parler du projet. On a fait nos recherches, parce que là, c'est prêt. Le site Internet fonctionne. Il est magnifique. D'ailleurs, chapeau aux gens de Polygone. Je suis vraiment content. Il y a déjà 3 épisodes qui sont en ligne. Puis là, aujourd'hui, avant d'aller avec l'épisode actuel, je veux mettre un extrait dont on a fait nos recherches. Le premier épisode que j'ai fait avec les gens du CIREM, qui est un regroupement de chercheurs et chercheuses qui étudie la Renaissance, en fait la période entre la Renaissance jusqu'aux révolutions de l'Atlantique. Là, je me fie vraiment à leur site Internet, à leur définition. Donc, on parle entre le 16e et le 18e siècle. Tout ce qui concerne la Nouvelle-France. Et là, vous allez voir dans cet épisode-là qu'on a enregistré, il y a 3 blocs. Il y a 5 chercheurs et chercheuses qui nous entretiennent, entre autres, du Mercure Galant, qui est un périodique qui était publié à la fin, au 17e siècle, qui était la revue, on pourrait dire, le périodique le plus populaire au monde à l'époque. Je ne vais pas trop en dire, mais on parle de ça, on parle d'intelligence artificielle et on parle de littérature avec, entre autres, Claude Lacharité à la toute fin. On va aller tout de suite écouter un extrait. J'ai fait une sélection de tout cet épisode-là. C'est vraiment, vraiment passionnant. Allez vous abonner sur toutes les plateformes balado. C'est la même chose que la balado de Fred Savard. On a fait nos recherches. La balado est présente sur toutes les plateformes. Allez sur le site web. Parlez-en parce que c'est vraiment un beau projet. Puis là, j'ai des épisodes qui s'en viennent aussi que j'ai enregistrés, entre autres, avec le CHU à l'Université de Sherbrooke. On va parler de physique quantique. On va parler de plein de sujets. Ça s'en vient. J'ai des enregistrements à l'UQTR aussi. Je suis très, très emballé. Puis je suis surtout très content de pouvoir vous en parler. Donc, regarde, on va aller tout de suite écouter un extrait. Le Mercure Galant a vu le jour en 1672, donc il a été fondé par un homme de lettres, qui s'appelait Jean Donneau de Vizir. Une des choses qui est intéressante, je pense, puis qu'on n'a pas évoqué, c'est le fait que, comme le champ journalistique se structure, on est au tout début, d'ailleurs, on ne parle pas de journal, non. On voit tous les problèmes que pose le journalisme actuel. Il se pose déjà au 17e siècle. Les sources, la véracité. Donc, grosso modo, c'est comme un PDF. Là. Le PDF, c'est 2 choses. C'est une couche d'image avec une couche XML derrière. Ça dit ce que tu as dans l'image. À partir du moment où on transcrit des documents, c'est les transcriptions qu'on produit ont servi au projet READ. Là. Ça leur a permis, eux, avec les associations, de développer des algorithmes qui ont appris à apprendre. Avec ça, tout de suite, l'idée qui nous vient, c'est on peut transcrire l'ensemble des archives de la Nouvelle-France. Donc là, on parle de quoi, 7, 8 millions de documents? D'après moi, on est autour de 10. De vrais conflits
il est sur le plan confessionnel. Et c'est vrai que Francis Brooke ne pouvait pas envisager que Toussaint-Cartier se soit fait ermite par dévotion, tout simplement parce que dans l'Église d'Angleterre, il n'y a plus de moines et il n'y a plus d'ermites non plus depuis 1534. Donc, c'est pas faute de bonne volonté, non. C'est simplement ça rentre pas dans son schéma. C'est ça, dans ses cadres conceptuels à elle, on peut pas se faire ermite pour des raisons religieuses. Alors que pour Joseph-Charles Taché, c'est la première raison de se faire ermite, c'est pour faire son salut. Puis par ailleurs, à cette époque, Taché, en fait, redécouvre un certain nombre de documents d'archives qui étaient complètement oubliés depuis le 18e siècle. Et il dit, il faut pas chercher midi à 14h, c'est très simple. Il n'y a qu'à lire les documents d'archives et on trouve la réponse dans ces documents d'archives. Parce que de fait, dans un acte de 1728, on nous dit que Toussaint-Cartier se retire sur l'île pour faire son salut. Alors voilà, c'est un court extrait de 2 minutes d'un très bel épisode que j'ai enregistré avec les gens du CIREM à Lucar, entre autres, mais avec Claude La Charité, Maxime Goyer, Sébastien Côté, qu'on n'a pas entendu dans l'extrait, mais qui est présent dans la portion du Mercure Galant, Kim Gladu, Marie-Ange Croft. Merci de la confiance, parce qu'ils ont accepté d'être comme le premier épisode de ce nouveau projet. On a fait nos recherches, mais il y en aura d'autres. Il y en a déjà 2 autres qui sont disponibles sur le site internet. On a fait nos recherches.com, on a fait nos recherches.ca. Si vous vous trompez sur le .com.ca, alors voilà. Et sur ce, je vous convie donc à cet épisode de la balado de Fred Savard, le 16e avec René Daniel Dubois. Bon épisode tout le monde. Ça y est, ça roule, comme on dit dans le milieu. René Daniel Dubois, là, allô. Je dois dire aux gens, vous avez l'air un peu sous l'emprise de substances. Vous êtes malade. Non, je suis pas vraiment malade. J'ai un rhume et j'aime ça avoir le rhume. Drôle, alors, je me complais dedans. Je me sens whippette. Ouais. Voilà, je me sens whippette. Ça fait moelleux, avec une petite couche un peu résistante à l'extérieur. Ouais. Mais vous l'avez échappé belle, mon petit garçon. Ah oui, hein? Vous avez pensé proche de pas être là? Non. Vous avez failli, quand vous avez ouvert la porte un peu plus tôt, vous avez failli vous retrouver devant le Tasmanian Devil version grand-père. Comment ça? Parce que ça m'arrive pas souvent. Généralement, moi, le matin, quand je me lève, là, c'est la danse du printemps de Snoopy. Oui, c'est la folie. Je me fais des chants. Je m'invente des opéras dans des langues inventées. Vous pouvez faire des trames sonores pour le Cirque du Soleil? Par exemple. Mais pas les culbutes. Et sauf qu'il y a une fois par 2-3 mois, un matin où je me lève, et en ouvrant les yeux, c'est... Et c'était ce matin. Ah ouais. Et vous avez été sauvé par un gentil monsieur, un ancien chauffeur d'autobus de la Rive-Sud. On attendait l'autobus ensemble. Puis on s'est mis à jaser, puis il était tellement fin que ça a dissoudu ma mauvaise humeur. Non. Et c'est grâce à lui que vous avez un homme souriant puis à l'air stone. Vous êtes très souriant. Sinon, ça va bien? Si je pense à moi, oui. Si je regarde autour de moi... Je retourne me coucher dans l'instant. Ouais. Là, on ira pas là probablement, mais bien que oui, parce que aujourd'hui, on va faire ce qu'on aurait dû faire les 2 dernières fois. On n'ira pas là, mais bien que oui. OK, d'accord. Non, OK. Ouais. On va parler de vos archives, en fait. Comment vous l'appelez? C'est un site web? C'est un blog. Pour moi, on dit plus ça, un blog. Hein. Moi, j'appelle ça de même. Alors, faut que vous voyez mon petit chat. Attendez, là. Et Errance, c'est souvenirs? Oui, Errance et souvenirs.ca. En fait, oui, j'imagine qu'on peut appeler ça des archives, mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Okay. Pour moi, c'est vraiment la genèse de ce que je pense. Tout ce dont je vous parle, là, c'est tout là. Bon. C'est tout là. Et c'est comment c'est apparu. C'est pour ça, d'ailleurs, que si vous allez jeter un œil, vous allez voir qu'il va me faire avaler le micro. Non, mais il faut parler proche. On veut entendre ce que vous avez à dire. C'est tellement intéressant. Là, même si ça s'en va dans tous les sens. Là. Donc, là, on parle de... J'aurais dû garder le Tasmanian Devil le matin. On parle de 200 textes, au moins? Ouais, autour de ça. Bon. Mais j'ai pas fini. OK. Non, c'est ça, c'est que là, parce que dans mon essai que j'ai commencé dans les années 90 puis que je finirai jamais, il y en a juste une que je veux tout faire des corrections mais minimes. Il y en aurait des plus importantes que ça qui devraient se faire, mais là, ça va être dans l'état.
Et là, ça va monter à 250 ou un affaire de même si jamais je fais ça. Je suis pas sûr que je vais le faire. Parce que là, vous partez de textes que vous avez écrits dans toutes sortes de circonstances. Au départ, ce qui était à l'origine de ce travail-là, c'est que je voulais faire un essai dans lequel je reviendrais sur des points que j'avais traités déjà dans des conférences, par exemple. Donc, il fallait que je fasse une espèce de florilège, soit de conférences ou d'extraits de conférences. Puis là, en lisant ça, j'ai fait la chenoute, j'écrivais pas l'essai, je vais écrire la masse. Et je travaillais déjà là-dessus, mon cher Fred, la première fois qu'on s'est vu. Oui, en 97. Je travaillais là-dessus. Cette fameuse fois inoubliable. J'étais déjà là-dessus. C'était déjà le plus clair de mon temps en 97. Et pourquoi c'est intéressant aujourd'hui? Encore d'aller parce que bon, là, on va avertir les gens. Parce que allez-y. Là, ça a changé, ça a empiré. Ouais, c'est ça. Mais c'est la même base. Je crois pas. Je vais de temps en temps relire des choses et il n'y a rien que j'ai envie d'enlever. OK. Il y a des choses, peut-être que je pourrais faire des longues notes en bas de page, mais regarde, là, si on commence ça, on n'en finira jamais. Non. Le palimpseste, là, tu sais, bon. Fait que, mais c'est ça. Pour moi, c'est simplement que si quelqu'un aujourd'hui dit, en politique culturelle, par exemple, c'est un des exemples, c'est un des sujets masse. Ça, puis Lionel Groulx, là, c'est vos deux marottes. Je retourne me coucher. On va en parler tantôt. Si vous êtes sage, à la toute fin, je vais vous faire un petit cadeau. Ah! OK. Mais bon, alors... Bougez-vous, là. Voilà, c'est fait. Oh, ça fait du bien. Il va y avoir du montage. C'est quelqu'un qui, par rapport à l'absence de politique culturelle, il n'y a pas de politique culturelle au Québec, dans une société qui se définit par sa culture, mais regarde, on commencera pas à regarder les détails. Non. Regarde, avec la gang d'abrutis qui nous admettent. D'ailleurs, le Québec ne semble plus capable de produire autre chose que des abrutis en politique. Mais ça, c'est pas typiquement québécois, là. Ben, tabarnak, moi. Non, je sais, mais quand même. C'est ici qu'on est. Oui. Parce que ça, il y a une affaire que j'appelle la perte de pince. Rhétorique. Oui. C'est-à-dire qu'on se sert d'un exemple. Alors, par exemple, oui, mais ça, c'est pareil partout. Puis là, tu dis, oui, c'est pas pareil partout, parce que regarde là-bas. Oui, mais c'est parce que c'est pas la même chose. Et on change comme ça, continuellement, selon les besoins du moment. C'est pareil partout, ou ici, c'est pas la même chose. OK. On peut s'arrêter, là? Regarde, nous sommes dans une société qui est riche, puissante, avec en principe, un système d'éducation qui a encore de l'allure. Profitons-en pendant que ça existe. De moins en moins. Ça va empirer. Il coupe encore 200 milliards. La gang de cruches. Oui. Mais c'est... attendez, c'est le réseau public seulement. Oh oui, bien sûr. Parce que les gens qui ont à cœur l'éducation de leurs enfants les envoient au privé et font les sacrifices. Bien sûr. C'est ça un peu, c'est ça le sous-texte. Là, bien sûr. Mais ça, il n'en reste pas moins que nous, indépendamment du fait de ce qui se passe au Zimbabwe, nous ne sommes plus capables de produire du personnel politique qui ne soit pas une gang d'hosties d'abrutis. D'accord. Que ce soit au municipal ou au provincial. Au fédéral, c'est différent. Oh! Et là, vous dites ça en pleine crise. Là, mais justement, ça serait plutôt bon signe. Ah oui? La crise. Alors qu'il n'y en a pas à Québec, il devrait y en avoir une tabarnak. Le monde devrait sauter par les châssis au Parlement de Québec et à l'Hôtel de Ville de Montréal. Mais non! Ils ont tous les deux mecs croisés sur la bédaine, puis ils ronflent en regardant les flammes. Non, mais attendez, pourquoi c'est bon signe? Parce que pour bien des gens, la crise du gouvernement Trudeau, c'est un apéritif pour l'arrivée de Pierre Poilievre, là. Oui, mais peut-être qu'il va passer dans l'Ouest, mais il a au moins réussi, Trudeau, et puis je sais que c'est pas une famille que je porte dans mon cœur. Cela dit, il n'est pas nécessairement à lui tout seul responsable de toute sa famille calisse. Bon. Alors, il a réussi... Non, attendez, moi je vais vous en reparler. Il a réussi à répondre à Poilievre, et de manière assez slapshot, beaucoup plus forte que ce que les démocrates ont réussi à faire aux États-Unis. Ah ouais? Il l'a renvoyé de manger dans sa mangeoire. Là. Quand ça? Où ça? Récemment, il y a eu une coupe de sorties où il l'a vraiment viré de bord. Pour l'affaire des sacs, êtes-vous libéral? Pas jamais de la vie! Non, moi, je serais plutôt... C'était quoi? Donc, non, mais on s'entend... moi, c'est plutôt le parti de la lévitation. Là, oui. La loi naturelle. Oui, c'est ça. Il voulait que je me présente pour eux autres. Pour vrai? Ah, oui. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est bien.
Moi non plus. On continue. Non, mais attendez. À propos des sacres. Oui. Alors, comme il y a beaucoup de mes amis qui m'ont fait le commentaire que, à boire, mon homme, le dit que le sacrament, il va par là, tu y vas pas avec le dos de la cuillère. Là, j'ai fait, voyons, coudonc, comment ça se fait? Et là, je me suis mis à repenser, quand je sacre de même, là, ce n'est pas un langage qui m'est spontané. C'est un langage que j'ai choisi à une époque précise de ma vie. Okay. Je ne parlais pas de même quand j'étais à l'école de théâtre et à l'époque de mes premières pièces. À un moment donné, j'étais écœuré d'essayer d'expliquer des affaires au monde, puis de me faire traiter de calice intellectuel, puis de vierge de français à marde. Ah oui, on vous a traité de français. Ah oui. Et c'est l'insulte terrible. L'intellectuel français, man, il reste rien, là. C'est comme, garde. Non, j'avoue. Alors là, j'ai fait... Écoute-moi bien, toi, calice. Ah donc, vous avez fait... Attendez. J'ai fait du falardisme accéléré. Ou du Jean-Chrétiennisme. Qui faisait ça, lui. C'est plus Falardeau ici, là. Puis après, Jean Chrétien l'a déjà dit qu'il faisait... Oui, mais Jean Chrétien, il avait des responsabilités en société, ce que Falardeau a jamais eu. Moi, j'étais plus du côté de Falardeau. C'est plus le look. Tu dis n'importe quoi, puis en rajoutant un sacrement dans le milieu, un calice au début, puis un vierge à la fin. Et puis après, tout le monde trouve ça absolument extraordinaire. Quand c'est moi qui le fais, les gens disent tu devrais surveiller ton langage. Oui. Mais quand ils te parlent de Falardeau, ils se mettent à brailler dans le soupe, puis il veut dire, tu trouves plus les pois, là, tellement les pois se noient dans ce pot pois. Puis là, tu fais, de quoi vous voulez parler? Et là, tu vois la mauvaise foi, mais bon, c'est une autre démonstration. OK. Est-ce que, là, on va l'entendre un petit extrait, parce que je vous ai vu cette semaine dans mon ordinateur. Puis, en fait, je veux savoir si c'est vrai, c'est bien vous. J'essaye mes sous-marins. Oh my God! Ah, tabarnak! Bon, là, c'est drôle parce que on vous entend pas. On vous entend pas. C'est Guillaume Plot, Serge Dupire, qui lance, qui se pratique. Parce qu'il va avoir un gros match devant l'Abbé Brown, qui est un recruteur pour les Reds de Cincinnati. C'est un extrait des Ploufs. J'adore ce film. Et souvent, le soir, quand je m'endors pas, je me mets des vieux films. Et là, je me dis, voyons non, le receveur, le catcher, c'est ce bon vieux René Daniel Dubois. Serge Dupé, moi, on l'avait savait parce que je connaissais. C'est Serge qui m'avait finalement offert le rôle parce que Gilles Carle avait dit à Serge, écoute, pour ton receveur, demande qui tu veux. Puis Serge m'avait dit, ça te tente. Il y en a quelques-uns. J'ai fait changer le scénario, man. Mais voyons. Wow. Et on l'a appelé Phil, puis on s'entraînait ensemble. Ça dure 8 secondes. Non, il y a un autre moment. Il y a un moment où Guillaume, il y a la reine, le roi d'Angleterre qui traverse. Oui. Et pendant le défilé. Là. Pendant le défilé. Et il fallait, dans le roman, il fait juste attraper avec sa balle le drapeau sur le devant de la limousine, sur le hood, puis Phil, l'autre bord de la rue, l'attrape. Et là, j'étais tellement mauvais que Gilles Carle l'a fait en donner une seconde. Et là, t'as 2500 figurants qui te huent parce que t'es pas capable d'attraper une balle. Là. Tu te laisses mettre en taboire. En tout cas, et là, Gilles Carle fait, mais ça n'a pas de bon sens. Dans le roman, ça marche, l'affaire de la motion. Mais il faut qu'il y ait un bruit. Alors, René Daniel rate la balle, ça va péter une fenêtre. C'est ça qui va amener les flics. Ouais. Alors, on se replace, 2500 figurants qui attendent. Il lance la balle que je vais rater et paf, je l'attrape. Ah non! Ah oui! 2500 personnes. Bouh! T'as pas honte! J'ai honte! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus, bâtard? Bon. Le pire joueur de l'histoire du baseball. On peut le voir dans les Ploufs. On peut le voir dans les Ploufs et j'exige. J'exige un monument. J'exige un monument. Mais là, à l'époque, Serge Dupire est dans les Gougounes. Il vient de sortir de la Gogoune parce que... la Gogoune de Funtex qui faisait la création de Panique à Longueuil, ma toute première pièce. Serge faisait le rôle principal, M. Arsenault. Puis il a dû lâcher la pièce pour aller faire les Ploufs. d'Achtrumpfen, qu'on les appelait. Là, il faut pas oublier que il y a eu le film, il y a eu la série aussi. Parce que les Ploufs, ils ont fait une série, genre... Ils ont étiré, en fait, les Ploufs pour en faire une mini-série, je pense, de 4 ou 6 épisodes. Il y a même le Doris Lucier, le père Gédéon, qui est là-dedans. Ouais, mais ça, c'est des années 50, là. Non. À la même époque, ils ont fait le long-métrage et ils ont fait une série
qui partait du long-métrage, puis même s'il sortait un peu du roman, parce que le personnage du père Gédéon, qui est l'oncle, je pense que c'est le frère d'Émile Genet, il arrive dans le portrait. Bon, et ça, c'est plus trouvable, et j'aimerais ça qu'on puisse le retrouver. C'est vraiment... Est-ce que le père Gédéon est le frère du personnage d'Émile Genet? Il est dans la famille. Ça, c'est un coup bas de Roger Lemelin. Mais je suis pas sûr que c'est Roger Lemelin. Parce que au scénario, vous avez peut-être raison, ouais. Parce que Émile Genet était un libéral farouche. Oui. Puis le père Gédéon, Doris Lucier, était le moins qu'on puisse dire, c'est un nationaliste, adorateur de Pétain pendant la guerre. Ah ouais? Oui, monsieur. Oh, mais là, attendez. Je pense qu'il faut remettre les choses dans son contexte. C'est facile aujourd'hui. Ouais. Allez lire. Quand vous serez allé lire, là, on mettra les choses dans le contexte. Mais quand on veut mettre les choses dans le contexte, avant d'avoir lu de quoi on parle, je fais non merci, on va attendre un peu. Mais est-ce que vous mélangez avec Jean-Louis Roux? Non. Parce que Doris Lucier, c'est un péquiste. Oui. C'est ça. Ce que je viens de dire. Émile Genet était libéral. Oui. Et Doris Lucier était nationaliste. Mais, et vous dites qu'il était en plus admirateur de Pétain. À l'époque où il était en sciences sociales à l'Université Laval. OK. Et il écrivait des articles contre contre le monde qui était pas comme lui, là, mais des articles là, de... Les gauchistes. On n'appelait pas les gauchistes à l'époque. Des woke, là, c'est l'équivalent du combat woke d'aujourd'hui, anti-woke d'aujourd'hui. Ouais, OK. Et là, tu retrouves ce même gars-là en 76, le 15 novembre, debout au centre Paul-Sauvé, et c'est lui qui reçoit les élus du PQ. Tu fais « Ah, tabarnak! Hey, ça a changé! » Ah, je savais pas ça. D'ailleurs, c'est un sujet, je passe vite. Dans les années 90, quand j'abordais ces sujets-là, il y a une chose qui a changé depuis. Dans les années 90, j'abordais ces sujets-là, ils me disaient « Ah, il n'y a jamais eu de fasciste ici, qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a pas de bon sens, espèce de talent. » Bon. Maintenant, il y a des gens qui disent « Bon, le nationalisme, il y a un mouvement nationaliste identitaire, comme il l'appelle. » Il faut toujours rajouter un qualificatif pour noyer le poisson. Ouais. Mais ça, c'est récent, ça n'a pas de même avant. Faux. Ouais. Le nationalisme est à vomir depuis sa fondation. Il y a juste une période des années 60-70 où il a fallu qu'il change de perruque parce qu'il y avait le mouvement anticolonialiste dans le monde, puis tout à coup on avait découvert Frantz Fanon, et qu'on s'est mis à aller aux manifestations pour $, qui était un tueur d'Indiens, là. Oui. Avec Frantz Fanon dans ses poches. Et ce monde-là ne sont pas pendus. Là. Les gens qui faisaient ça là, sont réputés saints d'esprit. Expliquez-moi ça comme vous voulez, là. Mais regardez, ils sont capables de dealer ça, man. Bon. Et Doris Lucier, pour moi, est un exemple de ça. Et c'est une des personnes qui venait me féliciter quand je prenais mes prises de position. Parce qu'à un moment donné, j'étais en maudit parce que le Parti québécois mettait de l'eau dans son vin par rapport à la souveraineté. Ouais. Le beau risque, ces affaires-là. Puis à un moment donné, j'avais fait des... Ça, c'est après le référendum. Donc. Ouais. Puis j'avais fait des sorties assez décapantes, ça m'arrive. Et une des personnes qui venait me voir puis qui était vraiment là de mon bord, c'était Doris Lucier. Puis il me disait, René Daniel, lâchez pas. Puis tu sais, vous savez, Doris, qu'on n'est pas d'accord. Oui, mais peu importe, l'important, c'est d'aller au bout de ses idées. Et vous avez raison, on peut pas à la fois être pour l'indépendance, puis pas se battre pour, puis il faut appeler les affaires par le nom, puis il faut que les camps soient tranchés, puis il faut... Bon, on peut être d'accord ou non avec le raisonnement, mais c'est un des seuls qui a eu ce courage-là, puis de dire, il y a eu des affaires, je suis d'accord avec vous, j'en ai même fait, il y allait pas jusque-là, mais c'était sous-entendu. Là, on a le droit de chuter dans notre vie. On a le droit de chuter, puis on a même le droit de rester solidaire de ses erreurs. Puis c'était son cas. Puis il y en a eu d'autres aussi. Ah, c'est intéressant, ça. Et, sauf que... D'être solidaire de ses erreurs. Oui. Sauf que le nationalisme, en tout cas ici, malgré toutes les tentatives de le noyer dans la sauce aux prunes qu'on a pu essayer, non, ça a été fondé, ça a été créé. L'indépendantisme est une invention de Jules-Paul Tardivelle qui haïssait la démocratie. Il disait que c'était littéralement une invention du diable. Oui. OK? Fait que lâchez-moi que ce serait nouveau. Là. Non. Oui, je sais. Sauf que... Non, chose typique Legault est parfaitement typique de c'est quoi le nationalisme, puis l'autre à côté qui se prend pour le petit Jésus, c'est pareil. Plamondon. Bon. C'est typique. Je pense pas qu'on peut dire ça de
vous avez parlé de 1976 tantôt. On peut pas dire ça du PQ du premier mandat. Quand même. Parce que l'évêque a fait un travail extraordinaire, dont je suis le premier à avoir témoigné. C'est le premier discours politique live que j'ai vu dans ma vie. L'automne 73, au cégep de Maisonneuve, René Lévesque est venu nous parler. Et à l'époque, lui, c'était que le Québec doit être indépendant pour être la Suède. Oui. Hey, on est loin de ça en tabarnak, là, mon homme. Oui. Mais... Et ça n'a pas toffé, là. Ouais. Ça n'a pas toffé un mandat, cette affaire-là, là. Et là, tu fais comme O-A-I-O-U. Non, mais attendez, il y a des relents de ça, cette idée du modèle scandinave. Faut toujours attendre. Hein? Eux autres attendent jamais, mais les autres en face, faut toujours qu'ils attendent. Attendez, là. Là, il faudrait noyer ce poisson-là. Je vais louer un poisson. Là. Non, mais on peut pas dire que le nationalisme de René Lévesque, du premier gouvernement du Parti québécois, il n'y a pas beaucoup de liens à faire avec Taché, puis Joseph de Metz, parce qu'on m'en parlait tantôt, puis Lionel Groulx. Bon, le nationaliste québécois... Lionel Groulx était absolument indissociable de ça. Même si René Lévesque était une version propre et bien élevée. J'essayais au moins un épisode avec vous sans qu'on parle de Lionel Groulx. C'est un échec. Bon. J'aime les gens qui reconnaissent leur échec et qui l'assument. Non, mais jusqu'à quel point... ces idées-là de... Même Trudeau, le père, ouais. le début du texte sur la grève de l'amiante, le texte, il l'a rendu célèbre et totalement piqué aux chanoines. Ah ouais? Du fait que c'était une population décapitée par la défaite et blablabla. Et Trudeau était un élève de François Hertel. On va régler une petite chose, OK? Pour moi, il y a deux mots qui vont pas ensemble dans la langue française, parce que dans la langue québécoise. C'est historien québécois. Ah. Ça ne va pas ensemble. Moi, quelqu'un qui se présente de même, là, je fais OK. Donc, un Québécois historien doit se présenter comment? Qui me dise ce qu'il pense, puis on verra si c'est un historien puis qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Parce que là, regardez bien. Oui. Regardez bien. OK. Moi, dans ma vie, au secondaire, j'ai été pogné pour aller étudier un livre d'histoire qui s'appelait Canada-Québec, contexte historique. Oui. Avec de Lacourcière et Vaugeois plus un autre. Je ne me souviens plus comment il s'appelait. Ouais. Vaugeois, OK, on était obligés on était des centaines de milliers. On était obligés d'étudier cette hostie de marde-là. OK? Un des deux auteurs est devenu ministre du PQ. Oui. L'autre, on a appris en 98 qu'il a été le plus jeune commandeur de l'ordre de Jacques-Cartier, une organisation secrète qui était tellement puissante qu'elle a fait pencher Maurice Duplessis, qui ne voulait pas du calice de drapeau bleu et qui l'a obligé à l'avaler. Ça, c'est la patente, ça? Ça, c'est la patente. Et Jacques Lacourcière a admis en 98 à la TV de Radio-Canada, dans un magnifique reportage, ah, mon Dieu, cet extraordinaire journaliste dont le nom m'échappe, qui est plus à Radio-Canada, évidemment. Alors, ça va me revenir tantôt. Il est encore vivant? Elle? Sur le drapeau, c'est sur les 50 ans du drapeau. Okay. Les 50 ans de l'adoption du drapeau. Poulain? Non. Voyons, Michel Serres? Non! Ça va me revenir. Okay. Michel Viroli? Non. Anne-Marie Dussault? Non, mais il est bien fatigué. Jasmin? Non! Je dis Jasmin, franchement. La sœur de Nefertiti. Bon. On parlait de Jacques Lacourcière. Voilà. La patente. Alors, il admet qu'ils ont gagné et qu'il était le plus jeune commandeur de cette style d'affaires-là. Et là, toi, t'es en 98, t'as été obligé d'étudier dans ce livre-là. Ouais. Et t'en as deux, c'est toi qui étaient en fait des militants. Et il n'y a pas, à ma connaissance, un d'historiens, de soi-disant historiens du Québec qui s'est élevé pour dire, attendez une minute, on a fait avaler la soupane de ces c***là à des centaines de milliers de jeunes Québécois et Québécoises, puis il y a personne qui a rien dit. Ah, t'as ça. Puis là, t'as dû rocher l'into. Oui. Même cas. Et t'as l'autre, comment est-ce qu'il s'appelait, Nadeau, dans le Devoir, l'a accroché, Jean-François Nadeau, dans un article, a parlé de lui, un prof de l'Université de Montréal, qui est à la retraite maintenant, qui participait à les cahiers de jeunes nations, qui, en 2002, c'est la fois de même, déplorait l'écrasement ignominieux des fascismes au 20e siècle, ça enseignait à l'Université de Montréal. Et un jour, il y a des étudiants qui m'appellent, fait, on sait que vous aimez pas notre prof, mais on peut vous dire qu'on a suivi ses cours, et puis que ça paraît pas dans son enseignement. J'ai failli me rouler à terre dans l'allée du café où nous étions. De dire, c'est vous ça la relève? Et tabernacle, ça va lever haut en vierge. Alors, ça là, c'est quelques exemples.
Puis il n'y a jamais personne qui s'est élevé un poil en 40 ans. Fait que venez pas me faire chier avec les crises d'historiens du Québec. C'est un mythe. Okay. Ça, c'est comme le Yeti. Il paraît qu'il y en a. J'ai vu des pistes sur Mont-Royal. Je peux pas croire d'être le seul qui a compris ça. Mais je sais que... Ça sonnait un peu... Ça sonnait quasiment complotiste, là. Il y a un... Mais ça, c'est pas un argument. Non, je sais. Regarde, je veux dire... Je viens de vous dire la coursière. Prouvez-moi que c'est faux. Je viens de vous dire vos joies. Ouais. Prouvez-moi que c'est faux. Avant de dire que je complote. Non. Prouvez-moi que c'est faux. J'ai pas dit. Un point à la fois. J'ai pas dit que tout ce que vous dites est faux. En fait, comment ça sonne, c'est que ces gens-là. Qu'est-ce comment ça sonne? Ouais, ce n'est pas comment ça sonne qui intéresse pas les gens. Les gens ne veulent pas le savoir. Bon. Il y a des milliers de personnes qui le savent et qui ne veulent pas le savoir. Il y a des journalistes qui il y a des journalistes qui ont déjà éteint le magnétophone dans des entrevues pour dire, écoute, on arrête. René Daniel, oui, arrête René Daniel, parce que si je continue de t'écouter, je pourrais plus faire la job, puis il faut que je m'occupe de mes enfants. Bon, OK. Puis là, je me souviens une journaliste très connue. Okay. À l'époque où j'ai croisé les bras et j'ai fait, es-tu en train de me dire que tu préfères que ton fils grandisse dans un monde pourri de mensonges pour pas être obligé de mettre tes culottes, Vous n'avez pas d'enfant pour dire ça. Non. Moi, j'en ai. Je m'en occupe pas bien, alors je peux continuer l'enregistrement. Je pense que c'est Alice Miller, je pense, qui a écrit un livre qui s'appelle Le drame de l'enfant doué, qui dit qu'il faut pas se servir de ses enfants comme moyen de chantage pour empêcher de comprendre les choses dans la vie. Excusez-moi. Enfin, je dis ça, ma blonde. Non, mais mon point, c'est que jusqu'à quel point que c'est ce seul éclairage de ces trois personnes-là qui a donné le ton à tout ce qui s'est enseigné en histoire et qui a donné le ton au... On s'entend que le nationalisme québécois aujourd'hui, en grande partie, est tout à fait dans cette mouvance-là. C'est un hasard, sans doute. Du tout. Mais ça n'a pas été que ça, je pense. Ah non? Je pense. Il y a eu des parenthèses. Vous pensez? Oui. Oh. Dont celle du Parti québécois. Pensez fort, parce que vous avez intérêt à penser en tabernacle. Trouvez-moi les. Le premier mandat du PQ. J'ai rien contre. Oui, mais c'était un parti de coalition qui a fendu en deux immédiatement. Savez-vous ce qu'ils ont fait, la première affaire qu'ils ont faite, le Parti québécois, quand ils ont été portés au pouvoir? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti la statue de Maurice Duplessis des garages de la Sûreté du Québec pour l'installer sur la Grande Allée. Elle a été inaugurée au mois d'avril 1977. Pour le temps que ça prend pour installer un monument, il fallait que ce soit en haut de la liste. Fait que c'est moins patience avec le PQ de gauche. C'est moins patient. Hey, wow, laisse-moi finir ma phrase. Moins patience avec le de PQ de gauche. OK. Fuck off. Ou alors Duplessis est de gauche. Good. OK, c'est correct. On s'amuse. Sortez violon. Ben, par rapport à Pétain, Duplessis, quand même. OK. Il se trouve drôle. Non, mais j'ai l'impression que vous vous attachez peut-être trop au symbole. Non. Moi, j'ai l'impression que le monde ne regarde peut-être pas assez la réalité. Hey, je tiens à dire qu'on devait parler de vos archives. D'ailleurs, on est mal parti. Parlez dans le micro, là. Oui. D'ailleurs, on va aller écouter un autre extrait. Puis je veux qu'on reparle de ça. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette toute première émission de La Tour de Babel, enregistrée à l'Écomusée du Tiers-Monde, dans le centre-ville de Montréal. L'émission de La Tour de Babel, c'est j'ai reconnu la musique, là. Et le trac m'a pogné. Parce que quand l'émission commençait, là, j'avais l'impression que j'étais un cow-boy, là, qui allait devoir harnacher un troupeau de bisons en furie pendant live. Bon. Mais quel bonheur ça. J'ai choisi ça parce que ça fait partie des archives, donc, d'Errance et Souvenirs. Bon, il y a plusieurs sous-divisions, conférences, enseignement, écriture, littérature, politique, théâtre. Bon, entrevue. Et on trouve les captations de cette émission-là. Oui, parce que j'avais les cassettes. Oui. Puis comme Radio-Canada a tout shooté, je suis vraisemblablement une des rares personnes qui a encore ça. Probablement. Puis moi, j'ai dit, je vais les mettre là. C'est vraiment... Parce que c'est la marque. On savait, quand on a fait l'émission, quand j'ai été approché par la formidable équipe. Là, on est en quelle année? Au tournant du siècle. Début des années 2000. C'est ça. 2003, je pense. OK. Et
on se l'est dit en autant de mots, c'était un front que Radio-Canada faisait de mettre de l'argent sur une émission comme celle-là, parce que ça coûtait cher. Ouais. On tournait à l'extérieur avec le mobile. Bon, ça coûtait très cher. Ouais. Et c'était un front, c'est pour montrer que Radio-Canada allait continuer à s'intéresser à la culture, ce qui était faux. Ils voulaient déjà couper et tout massacrer. C'est-à-dire que c'est la dernière émission de ce qui était l'ancien Radio-Canada. OK. Comme je dis toujours, quand je vais à Radio-Canada ces temps-ci, je leur dis toujours, vous savez, c'est beau le petit building que vous avez ici. Oui, c'est arrivé, je suis allé pour parler avec un ami la semaine dernière. Puis j'ai dit, c'est pas vous savez que la prochaine... Oui, en ondes. Okay. Vous savez que la prochaine étape, là, après la boîte de chiffon J, puis là, vous êtes ici, la prochaine étape, c'est le Winnebago. Hein, vous savez ça? Puis là, il me regarde, il m'aime beaucoup quand je dis ça. Mais bon, bref, c'était ça, là, la Tour de Babel, c'est... On s'était dit, il y a encore les budgets, on en profite, on le fait. Fait que ça a duré une saison? Ouais. Okay. Une demi-saison, je pense. 14, c'est 14 émissions. Okay. Et malgré le fait que c'était condamné à la naissance, à un moment donné, il a été question que ça revienne. Okay. Tellement ça marchait fort, mais Radio-Canada, n'écoutant que son inertie, ça... Et là, comment ça marchait, cette émission-là? Comment ça marchait? Non, mais comment c'était vous invitiez des... Je ne les ai pas tout regardés, là. Est-ce qu'il y avait des récurrents? À un moment donné, je vois Jean Barbella. Au début, Jean partageait le plateau. Après ça, je pense qu'il était encore tout le long. À un moment donné, au début, on était presque co-animateur. Puis après ça, il s'est un peu retiré, puis il était un peu monsieur dictionnaire. Quand il y avait c'était extraordinaire comme idée, d'ailleurs. Et c'est dommage, parce que c'est la direction qui avait demandé ça, parce que, bon, j'ai pas des excuses qu'ils ont inventées. Mais donc, c'est lui qui allait vérifier la définition du dictionnaire sur certains mots. C'est brillant comme moyen, comme porte un peu comme dans des chiffres et des lettres. Par exemple. Oui. Alors, comment on fonctionnait, c'est qu'avant que l'émission commence, avant la première émission, on avait déterminé une série de thèmes, la nuit, l'enseignement, la curiosité, bon. Et on avait trouvé il y en avait un par émission, dans un chapeau. Ah ouais? Mais vraiment, là. Puis dans un autre chapeau, c'était des citations. Et et à la fin de chaque émission, on pigeait un thème et une citation. Et on avait une semaine pour monter le plateau. Il n'y avait rien de décidé d'avance. Rien. Non, ça, vous avez ça? Oui, mais l'équipe de recherchistes était extraordinaire. Et ça gaulait, mon petit monsieur. Ça y allait au toast. On en tournait un petit peu plus, peut-être 10 minutes de plus. Il y avait du grand public. Il y avait des invités à qui on demandait, qui étaient installés à des endroits prédéterminés, à qui on demandait d'intervenir. Il devait faire au moins une intervention majeure. Pour nourrir la discussion. Pour nourrir la discussion. Au moins une. Puis t'avais d'autres mondes qui étaient là, qui pouvaient intervenir s'ils le voulaient, quand ils le voulaient. Alors, il y avait juste à se nommer. Puis t'avais le public qui pouvait intervenir. Il y avait 2 micros de studio. Je vois encore, là, parce que ça s'inscrit dans le corps, ces affaires-là, mon cher monsieur. Et c'était extraordinaire. C'était diffusé quand? C'était diffusé, je me souviens plus quel jour de la semaine, c'était le vendredi, après les nouvelles du sport, je pense, en affaire de mer. Donc le soir? Le soir. En fin de soirée? Oui. Wow. Et ce qui était formidable, c'est que la formule nous permettait de pas avoir un air, c'était pas 55 minutes, là, c'était 1h08, 1h09. Il y avait cette flexibilité. Non, mais ça, c'est plus possible aujourd'hui. Non, c'est plus possible. Mais déjà, à l'époque... à moins de mettre une sauce sur le web. À un moment donné, j'ai eu le projet, ça n'a jamais attrapé, mais j'aurais été partant pour refaire cette émission-là, bilingue, coast to coast. Les 2 réseaux de Radio-Canada. Ça aurait été extraordinaire. J'avoue. Parce que tu peux aller chercher Margaret Atwood et Dany Laferrière, assis côte à côte, qui jasent, puis qu'à un moment donné, tu t'en mêles, puis tu fais Dany, je pense que c'est pas ça qu'elle voulait dire. La job que j'avais à faire, qui était fabuleuse, d'amener les gens à dire j'adore ça, mais ça, c'est mon côté prof. Et c'était jouissif. Là. Alors, on peut les voir. Et on peut les voir. Ça, c'est fou, ça. Et d'ailleurs, malheureusement, il y a un épisode qui peut pas être là.
parce que c'était convenu d'avance et c'est le pilote. Parce qu'il y a un pilote qui a été tourné un vendredi et dans le pilote... Non, il n'a pas été tourné le vendredi. L'émission passait le vendredi. Il y avait un Assidim qui discutait avec un Inou. Ah ouais. C'était magnifique. Et pourquoi? J'en parle puis j'ai le moton. Et pourquoi? Parce que les Hassidim ne peuvent même pas passer à la TV le jour du sabbat. Wow. Et c'est éminemment respectable et il nous avait demandé de nous engager à jamais la passer. Parce que c'est pilote. Parce que des fois, les pilotes sont diffusés quand l'émission... Tout à fait. Bon. Sauf que moi, j'ai décidé de ne pas le mettre. C'est de mon propre chef. Vous l'avez? Je l'ai, mais de ne pas le mettre parce que je peux pas contrôler que les gens ne l'écouteront pas le vendredi. Puis on a promis. On a promis. Bon, mais tout ça pour vous dire que quand je parle, quand je gueule, là, c'est pas parce que je pense que tous les Québécois sont des tordus puis des trous de cul puis jamais d'accord de vie. Sauf que nous laissons mon énigme dans la vie, c'est comment est-ce qu'une société où il y a autant de monde que j'aime, autant de monde décent, se laisse être menée par le bout du nez par une gang d'abrutis pareils depuis 150 ans, sacrament. Ça, c'est intéressant. Et on a une responsabilité par rapport aux autres peuples. Ben juste par rapport à nos enfants ou à ceux qui vont nous suivre, mais par rapport aux autres peuples, on n'a pas le droit de faire la preuve que la seule façon de survivre, c'est d'être des abrutis. C'est vrai. On n'a pas le droit. C'est vrai. Ça, c'est fondamental pour moi. C'est vrai. Oui, tout à fait. Bon, on va terminer avec... Oh, je sais qui était énervé. On va terminer... Oui, là, il faut faire attention. Je vais vous avoir dans plusieurs autres épisodes. Là. Boum! Il tombe. Sur... Mais ma mort en direct, ce serait assez too much. Ça vous boosterait les codes d'écoute. Ben, ça serait pas en direct et je la diffuserais pas le vendredi. Je vais vider mon verre d'eau sur le micro. J'en ai d'autres. J'en ai 6. C'est un gros projet. Hein? Il répond à tout. Sur Errance des souvenirs, René Daniel-Dubois. On vient de le dire, il y a la tour de Babel. Vous allez mettre l'adresse, là. Ah, bien sûr. Oui, en plus, j'ai eu des problèmes avec l'infolette. Là. Il y a des adresses. C'est ça. L'informatique, là, c'est tabarouette. Et on trouve toutes sortes de textes, dont des... On en a parlé tantôt, des conférences. Et là, j'en ai trouvé une. Vraiment très intéressante. Qu'est-ce que ça sort? Ça s'appelle « Ce que sera ou non la culture québécoise au 21e siècle ». Une conférence donnée, je crois, au Cégep Lionel Groulx. Oui, mon cher monsieur. Avec Raoul Duguay. Oui, monsieur. Je partageais le crachoir avec Raoul. Ça, c'est bizarre. Ah non, on avait eu un fond noir. Oui. Mais cela dit, il me regardait drôle parce qu'évidemment, pour quelqu'un de la génération de Raoul, quelqu'un de ma génération à moi, c'est nécessairement... Non, il est plus âgé que moi quand même, sensiblement. Je ne sais pas combien, là, mais bon. Parce qu'il était plutôt de la génération de mes profs quand j'étais à l'école de théâtre. C'est au moins 15 ans, là. Mais il s'attendait à ce que je sois totalement dans la notion, tu sais. Puis j'ai fait non. Et ça n'a aucune importance, mon homme. On va jaser. La bête à Tibi, c'est quand même formidable. Merci beaucoup. Puis bon. Alors voilà. C'est en 1999. Et là, c'est vraiment intéressant parce que la conférence est il y a 3 grands thèmes: culture, virtualité et postmodernité. Et là, vous parlez de... En fait, vous dites que le monde change beaucoup moins vite qu'on le pense. On est en 99, on est à la veille du bug de l'an 2000, l'informatique... En fait, les promesses de l'informatique des ordinateurs sont dans tous les discours. Et je commence déjà à l'époque à dire que c'est l'équivalent du McDo pour la pensée. Oui. T'as l'impression que t'as mangé, mais c'est pas vrai. C'est ça. C'est du brin de scie. Mais c'est d'autant plus intéressant quand j'ai relu ce texte-là, de penser au discours qu'on a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et les promesses que supposément ça apporte. Et là, vous rappelez que le monde change beaucoup moins vite qu'on le pense. Et ce qui change, c'est la technologie. Sauf, il y a une chose qui change plus vite que ce qu'on voit venir. C'est les menaces. C'est-à-dire? Je pense que l'intelligence artificielle, on se rend compte maintenant. Ah oui, ça a changé. Que l'intelligence artificielle va appartenir à des gens qui viennent tous de vendre leur cul à Trump. Oui, oui, vraiment. Musk, Bezos, toute la gang. Ouais. Et ça, c'est dangereux. Ouais. C'est pas l'intelligence. J'ai un ami qui bat trip sur l'intelligence artificielle. Puis, l'autre fois, je l'ai attrapé, j'ai fait, regarde, non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'il va y avoir dedans. C'est ça. Et comme ces gens-là ont les moyens d'acheter tout le monde qu'ils veulent, tous les spécialistes qu'ils veulent, ils vont visser le couvert,
Puis on va être obligé d'avaler ce qu'ils vont nous envoyer. Oui, parce qu'ils vont... Ça, c'est dangereux. C'est eux qui vont faire le récit. Oui. Et ça raboute directement avec ce dont nous parlions il y a un instant quand je vous disais, on n'a pas le droit de fermer la gueule. C'est vrai. On peut pas faire comme en 39 puis attendre en 45 pour dire, on aurait dû parler. Non. Vous avez raison. Parce que le prochain tunnel qu'on pogne, là, il risque d'être long en petit péché. Ça va être nouveau. La longueur du tunnel. Non, il y en a eu un qui s'appelait le Moyen-Âge, une partie du Moyen-Âge qui est assez... Je suis tombé sur des textes absolument magnifiques récemment, là. Sur la déconstruction de la pensée sous l'égide de l'Église. Là. Oh my goodness! C'était... Au Moyen-Âge ou... Oui, au Moyen-Âge. Et t'as Maître Eckhart, un philosophe théologien allemand, qui avait dit quelque chose comme « Quand la pensée entre dans le sombre tunnel, c'est pour longtemps. La sueur froide te coule dans le dos. » Bon, je reviens à la conférence parce que, vous parlez de la virtualité parce que c'est dans le discours ambiant, les ordinateurs. C'est là-dedans, Bobo, hein? C'est les ordinateurs Bobo. Oui, c'est ça. Vous dites que le top de la virtualité, ce n'est pas un portable. En fait, là, c'est ça. On va voir que le texte est de son époque, 99. Ce n'est pas un portable Pentium 3 équipé d'un modem cellulaire et d'une carte graphique Boboule 29. Le top de la virtualité, c'est la parole. You bet. La virtualité, essentiellement, c'est le langage. Puis je trouvais ça percutant de relire ça aujourd'hui, sachant que la porte d'entrée pour bien des gens de l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT qui est un robot conversationnel. Et vous savez que c'est pas nouveau. Mon père c'est-tu mon père ou sa blonde? En tout cas, mon papa, il est décédé en 81, genre. Okay. Donc, c'est pas hier, ça dont je vous parle. Il y avait une collection de la revue Planète. Ouais. Et dans la revue Planète, je me souviens d'un article sur des expériences qui ont été faites dans les années 50. Les premières expériences où des machines parlaient à des gens qui avaient des problèmes psychologiques graves et qui réussissaient, pour des gens qui avaient des problèmes, des problèmes conceptuels, la machine arrivait à se passer pour un être humain. Wow. On parle là d'il y a 60 ans, vierge. Je veux dire, revenez-en, baptême. Le premier roman de science-fiction que j'ai lu, ça s'appelait Colossus, qui était formidable. Ouais. Le Pentagone dévoile une console d'ordinateur. C'est un ordinateur qui a accès à toutes les informations dont dispose l'armée américaine. C'est des années 60, ça. Là. Okay. Et de toute la CIA, de tout passe par là. Et l'ordinateur compute et donne des simulations de la réalité. Et au bout de 15 secondes, tout à coup, le clavier se met à crépiter. Puis là, tous les scientifiques font « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » L'ordinateur vient de décider de parler par lui-même. Et l'ordinateur écrit « Flash, il y a un autre système. » Puis là, et dans la minute qui suit, on apprend qu'effectivement, les Russes viennent de dévoiler qu'ils ont la même chose. Sauf que là, le problème, c'est comment ça se fait que l'ordinateur américain a décidé de prendre sur lui, de passer par-dessus les règles et d'annoncer qu'il allait dire quelque chose. Ce qui n'est pas programmé pour faire. Donc, il vient de décider qu'il prend le dessus. Alors, depuis le début, c'est le lien avec l'intelligence artificielle, avec la pensée mécanique. Ouais. C'est dans Dune. Ouais. L'opprobre total. T'as pas le droit de fabriquer des machines qui copient la pensée humaine. C'est pour ça qu'il y a les mantas, les gens qui ont les yeux bleus, qui sont des computers humains, parce que t'as pas le droit de construire d'ordinateur dans ce monde-là. Cette peur-là, elle est omniprésente. Puis là, on est dedans. On s'en approche et je trouve qu'on va passer encore une fois à côté, parce que on s'occupe pas de la bonne affaire. C'est qui c'est qui est le patron? Mais c'est pas avec Musk certain que ça va nous aider. Bon. Vous aviez-vous une question avec ça? Non, mais je le poursuis avec votre texte de 1999, parce qu'après ça, vous parlez de... Bon, là, vous parlez de la virtualité, et vous parlez après ça de la postmodernité, qui était aussi une idée très à la mode à la fin des années 90. Oh my goodness. On est encore là-dedans, moins, hein? On a compris. Ça voulait absolument rien dire. Et très, très rapidement, je me suis fait des ennemis dans des milieux littéraires, entre autres, en disant, excusez, de quoi vous parlez? J'ai une règle que j'ai adoptée très tôt. C'est mes parents qui m'ont inculqué ça, je pense, dans le biberon. Oui. Là, on parle on est au 20e siècle. On est au début de la deuxième moitié. Quand un mot a tellement de sens qu'il n'y a pas deux personnes dans une salle qui s'entendent ce que ça veut dire, évite de l'employer. Okay.
C'est intéressant, ça. Sers-toi d'autres choses. Ouais. Et postmodernité, là, en musique, en philo, en histoire, en littérature, il n'y a pas un chat qui s'entend ce que c'est. Ouais. Fait que ça, moi patient. Ouais. Et c'était un peu... parce que vous disiez... La modernité, ça, on peut en parler. Oui, parce que c'est le but, c'est la démocratie. Oui. Mais nous sommes dans la postmodernité. Si vous voulez dire que par postmodernité, on est dans un monde où il n'y a plus de démocratie, alors là, oui, d'accord. Oui. Mais là... l'entreprise, c'est d'arriver... Vladimir Poutine, c'est ça, là. Oui. Et Xi, c'est ça. Puis Trump, c'est ça. Oui, c'est ça, là. Oui, tout à fait. Puis, on s'éloigne de la démocratie, là, présentement. Je sais pas si c'est le postmodernisme. Non, c'est pas postmodernisme, mais c'est en tout cas, c'est pas le modernisme. Non, c'est ça. Puis là, c'est drôle parce que vous parlez de pour comment la démocratie, c'était pas un projet important ici au Québec. Puis là, vous parlez de Joseph de Maistre, qui était un contre-révolutionnaire, qui a inspiré Lionel Groulx. Entre autres. Mais là, c'est drôle parce que c'est un fils de pute. Oui. Joseph de Maistre. Parlez-nous un peu, là. C'est lui qui avait répondu à Voltaire, parce que Voltaire a écrit un texte vraiment magnifique. Il y a des choses qu'on peut reprocher à Voltaire. C'était quand même un propriétaire d'esclaves et tout. Oui, c'est une des personnes les plus riches sur la planète à sa mort. Mais tellement brillant. Vous savez que sa maison était bâtie sur la frontière entre la Suisse et la France. Comme ça, si la police suisse voulait l'arrêter, il sortait en France. Puis si les Français venaient l'arrêter, il sortait en Suisse. Bon. Mais en tout cas, à un moment donné, il a écrit un texte magnifique sur le tremblement de terre de Lisbonne. Il y a eu un gros tremblement de terre à Lisbonne. Oui. C'est absolument bouleversant. Et Joseph de Maistre lui a répondu, mêle-toi de tes oignons. Dieu en sait plus que toi. Puis s'il y avait des enfants à massacrer, c'était à lui à décider, pas à toi. C'est vraiment, là, c'est cette espèce d'arrogance de l'extrême droite, c'est là. C'est le contexte. Ouais. Non, mais c'est pas ce tremblement de terre-là qui a inspiré Voltaire pour son personnage de Zadig. Ah, ça, là, c'est pas qui se promène. Ça se pourrait très bien. Non, Candide. Candide, ça se pourrait très bien. Oui, c'est ça. Ça se pourrait très bien. C'est ça. Zadig, c'est une autre affaire. Mais je connais pas Mais j'ai mélangé beaucoup Diderot et Voltaire, moi, quand j'étais plus jeune. Oh boy! Ouais, je sais. Puis Tigus et Timos, ça, c'était autre chose. Vous savez que ça, c'est une parenthèse intéressante que vous ouvrez, parce que sans le savoir, c'est que moi, j'aime beaucoup Tigus et Timos. Mm-hmm. Quand j'étais jeune, je fouillais dans la collection de vinyles de mes parents. Et ils avaient 3 disques d'humour. Il y avait Claude Blanchard. Il était pas payé. Ouais, dans le genre imitation de Dean Martin. J'étais jeune. Là. C'était une soirée avec Claude Blanchard. Évidemment. Bon, je l'ai pas beaucoup écouté, mais Dean Martin, c'est une photocopie locale de Dean Martin. Ah ouais, hein, qui était toujours sous aussi. Toujours sous, entouré de pitounes. Bon. Il y avait Tigus et Timos. Une soirée au cabaret, j'adorais ce vinyle-là. Il s'en passe tellement. Hein? Ah, ben ça, il n'y a pas d'erreur. Hey, comment ça se fait que j'étais chez vous l'autre jour, puis ça sent en peinture? Ben arrête donc, on va vous dire ça devant tout le monde. La peinture, c'est parce qu'on a peinturé chez nous. On fait le ménage de tu avoir une petite recette pour faire enfin disparaître la senteur de la peinture? Tu connais quelque chose? Oh, mais oui. Tu vas prendre un morceau d'oignon. Tu vas couper en 4 morceaux. Tu vas prendre un morceau d'oignon dans chaque coin de l'appartement. Bon. Et puis tu vas voir ça, la senteur de la peinture va disparaître comme ça. Ah, oui, mais ça va sentir les oignons. Ah, ben si ça sent trop les oignons, il n'y a qu'une chose à faire. Quoi faire? Tu donnerais une autre petite couche de peinture. Ben voyons, toi, c'est pas mieux. J'ai écouté cette semaine quand je fais l'insomnie la nuit, juste pour... Parce que le rythme, les deux, la complicité, et les cyniques. Ben oui. Le premier album des cyniques. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'il existe en Afrique certaines tribus de cannibales, c'est-à-dire d'hommes qui mangent d'autres hommes. Ce que nous, hommes civilisés, faisons assez rarement, à moins de travailler à Radio-Canada. Fait que moi, là, j'ai été élevé humoristiquement avec Tigus et Timos et les cyniques. Mais il y a quand même un changement de style. Là, je veux dire, bien sûr. Les cyniques étaient quand même... J'aimais les deux pour des raisons différentes, mais les deux étaient enregistrés devant le public, des petits groupes. Là, c'est le premier album des cyniques. C'est avec le pique-nique au cimetière du Mont-Royal. C'est une captation dans une toute petite salle, comme Tigus et Timos. Après ça, bon, ils ont fait des grandes salles. Madame Gia Bourré, corsetière de l'Est, vous invite cette semaine. Attendez, ça sonne. C'est pour moi, je suis dans le bain. Je pense pas. C'est peut-être Lionel Groulx qui revient voanter. Faites-le rentrer, j'ai à y parler. Continuez à parler au monde. Alors là, présentement, M. Savard s'éloigne, il est en direction de la porte et je l'entends parler à quelqu'un qui vient de sonner, de se présenter. Je ne sais pas de quoi il retourne, nous le saurons sans doute bientôt.
je continue de passer le temps en ondes. Et vous, allez-vous bien? Répondez-moi donc, là. Est-ce que vous... Mon Dieu, je vois la feuille de notes. Je pourrais profiter de son absence et lire les notes qu'il m'a préparées pour savoir dans quel piège je risque de m'engager. Et je viens de voir Saint-Sulpice, bar Saint-Sulpice, à côté du bar Saint-Sulpice. Bon, ça y est, il vient de recevoir un cadeau. Ah! C'était mon postier! La grève est finie! You! Je suis pas sûr qu'il était content, mais il est bourru un peu, mon facteur. Voilà. Le facteur bourru. Ça a l'air d'un roman du 19e siècle français. Ou un film de Pagnol. Un film de Pagnol, le facteur bourru. Alors, je suis allé porter le paquet. Il me l'a foutu à la gueule. Oui, alors. Je sais pas ce que vous avez dit, là. Je vais l'entendre au montage. Ça va peut-être... Bon. Ça va sans doute sauter. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 99... Vous vous rappelez, bon, que Joseph de Maistre a inspiré Lionel Groulx, qui lui-même a inspiré le nationalisme québécois, et que... Parce qu'ils s'en vendent, le chanoine. Ils se vendent... Parce que la plupart des gens qui vont défendre le chanoine l'ont pas lu. Ils ont lu des résumés, ils ont lu des présentations par des gens dont la job était de le faire passer, de faire passer pour du cas. Je me suis payé ces romans de mémoire, moi. Moi aussi, je les ai lus. Ouais, mais au début, là, il nomme toutes ses inspirations, Garcia Moreno, puis c'est toute l'extrême droite, là. Ouais. Partout. Gonzague de Reynold, dans Schwich. C'est vraiment l'enfer. Ouais. Mais sinon... Faut pas exagérer, là. Et le sommet, mais c'est évidemment, devenant de lui, on peut pas s'attendre à moins. C'est Falardeau disant, ben oui, il était réactionnaire. Évidemment, un curé, c'était réactionnaire. As-tu lu le chanoine? As-tu lu ses mémoires? As-tu vu la quantité de monde dont il se moque et qu'il piétine parce qu'ils étaient pas réactionnaires dans le clergé? OK? Avant de t'ouvrir la gueule, lis de quoi tu parles, tabac. C'est parce que ce que je veux dire, bon, c'est que vous vous rappelez... Oui, abouti! C'est intéressant. Ben non, mais, comme si c'était possible d'aboutir avec René Daniel-Dubois devant soi. Encore à ma faute. Bon, vous dites que l'époque de Lionel Groulx était tellement, pour bien des gens, c'était une chape de plomb, que les adversaires ont décidé les adversaires des idées du chanoine décidèrent, pour encourager la culture en dépit des curés, de créer à Montréal une grande bibliothèque municipale rue Sherbrooke. Et pour se venger de cette construction, les curés vont créer une autre bibliothèque qui va être la bibliothèque Saint-Sulpice, qui sera bientôt la nouvelle maison de l'école de l'humour. C'est pas vrai. Avouez que la boucle est bouclée. Ça fait 30 ans qu'ils cherchent quoi faire avec. Ils voulaient pas raser le building. Tout à fait. Ils y tiennent. J'allais voir des matchs d'improvisation au début des années 2000 à la bibliothèque. D'ailleurs, c'était là que j'avais participé à un lynchage? Non, comment qu'on appelle ça? Une espèce de rassemblement pour l'indépendance. Oui, monsieur. Pour les intellectuels? Pour les intellectuels. Et c'est là que Doris Lucier était venu me voir. Ah oui, René Daniel, lâchez pas. Oh. Tout est dans tout, pour vrai. Et inversement. Ouais. Et vous terminez donc cette conférence avec la culture. En fait, vous vous plaignez un peu de la langue à l'époque, du langage. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que je dis? Vous dites, je vous cite, donc, 1999. Quand j'observe le manque de rigueur dans le langage et l'aspect extrêmement pablum de la pensée sociale et politique dans notre société, je ne suis pas optimiste. Ça a changé un petit peu, ça. Ça a empiré, oui. Ça a empiré. Et tabarn... Ah oui, à passant, je reviens sur les sacres. J'avais commencé tantôt, mais je suis pas allé au bout de mon idée. C'est qu'à un moment donné, donc, j'ai décidé de me mettre à japper. Oui. OK, parce que ça aidait, puis j'ai arrêté de me faire traiter de français. Bon, ils sont bien de prêter de d'autres affaires. Et même, je me suis dit, coudonc, est-ce que j'ai complètement renoncé à ce qui était... C'est un non-sens l'image que je vais utiliser, mais mon langage spontané. Oui. Il n'y a pas de langage spontané, c'est tout appris, on le sait. Là. Bon. Je me suis rendu compte que non. En fait, c'est uniquement quand on aborde ces sujets-là que je parle de la manière que j'ai présentement. Ça m'est arrivé au moins 5 fois depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ouais. Parce que c'est là que la préoccupation m'est venue, que... Je sais pas, à l'épicerie, par exemple, puis une dame qui fait « Monsieur, pourriez-vous m'aider? Je voudrais avoir une boîte d'asperges en haut, là. » Oui, mais vous, à la taille que vous avez, ça se comprend, mais je suis quand même... C'est étonnant. Et je fais « Voilà, madame, c'est... Voilà. Ah, vous êtes français? » Puis je fais « Non, madame, je suis pas français, je suis québécois. Mon grand-père vient de Lobinière. »
Ah, c'est beau, le billet. Mais ça fait plusieurs fois et je m'entends parler. J'entends des gens réagir à mon accent puis dire « Vous êtes pas d'ici, vous êtes d'où? Vous êtes belge? » Puis, alors, donc, c'est uniquement quand je parle de ce sujet-là parce que si tu en parles en français, les gens vont dire « Mais c'est parce que tu comprends pas l'âme québécoise. » L'âme québécoise, tu comprends, il faut se tremper dedans. Il faut vraiment plonger à l'intérieur de soi avec un coutelas et s'arracher la peau de la face et souffrir avec nos grands-mères. Autrement, c'est le mépris total. C'est ça, OK? Et ça, je suis plus capable. Toute ma sacrament de vie, je veux dire, faut semblant de souffrir. Bon, voilà. On va s'arrêter ici? Oui, on a. Ben là. On n'a pas commencé. Oui. Donc, on va sur Errance et Souvenirs. OK. .ca? Je sais pas. Non, mais je vais le mettre sur les réseaux sociaux. Okay. Oui, voilà. J'aurais une critique, mais je pense que vous en tiendrez pas compte. Visuellement, il y aurait peut-être un travail à faire. Oh, mon cher monsieur, il n'y a pas un travail. C'est la pyramide de Khéops qui a à faire. Ouais. Mais c'est parce que c'est un voyage dans le temps sur le plan informatique. Regardez, j'ai tellement passé de temps sur cette affaire-là. Je veux même plus voir. À un moment donné, j'ai affaire à quelqu'un, un prof, c'est la première personne que je me suis dit, ah, tiens, toi, si ça te tentait, là, si tu veux tout réorganiser ça, je te le donne. OK. Puis il est parti en courant, en hurlant, les cheveux droits de sa tête. Parce que vous allez voir comment, c'est énorme. Attendez, vous allez voir comment la communauté de la balado est extraordinaire parce que là, on va lancer un appel. Si quelqu'un a envie de juste jouer sur la présentation, je pense pas, c'est pas nécessaire de... Parce que tout est là, je veux dire, les textes sont pertinents. Évidemment, j'ai pas tout. Moi, le travail de mise en forme est minimal. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose de plus attrayant, peut-être, pour quelqu'un qui connaît ça. On lance. Peut-être que je me trompe. Ouais, mais comme de toute façon, les gens parlent jamais du fond, ils parlent rien que de la forme. C'est vrai. Laissons-le comme ça. Mais si ça vous tente. Mais s'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui a Vicks Ventolatum. Oui. Les gens ne le voient pas, mais vous mettez du Vicks. Ah. Et je revois ma maman. On va terminer là-dessus, René Daniel Dubois. Merci encore. La prochaine fois, on va y aller avec. On va revenir peut-être sur l'actualité. On verra. Ça reste quand même. Si les abrutis n'ont pas fermé le pays entre-temps, là, c'est. Ça, c'est possible. Mais là, c'est ça. Vous m'avez dit que vous aviez un cadeau. C'est quoi? Pas une citation de Joseph de Maistre? Non! Un de ses descendants spirituels. Ah, ben, OK. Hein? Un dénommé Lionel Groulx. Encore? Ouais! Alors, ça, c'est pour les gens qui s'imaginent deux choses. Alors, parce qu'il y a récemment... Ouais. Je ne lis plus les journaux d'ici, je suis plus les médias d'ici. OK. Mais je suis beaucoup de monde qui, eux, commentent les médias d'ici. Ouais. Puis, des fois, quand la source a l'air intéressante, je vais aller jeter un œil sur l'article. À un moment donné, je me souviens plus c'était quoi qui m'a accroché, mais il y a quelqu'un qui dit boy, avez-vous vu dans la presse d'aujourd'hui? Il y avait une journaliste, je pense que c'était une femme, qui avait écrit un article pour dire le chanoine, vous savez, il y a des gens qui sont contre, il y a du monde qui sont pour, puis c'est pas si pire. Puis là, je me suis enlevé de là, j'ai même pas retenu le nom de la madame. Okay. Il y a du bon monde partout. Là. C'est exactement le raisonnement de Trump à Charlottesville. Là. C'est exactement la même patente. Bon. Alors, il y a donc ça pour les gens qui s'imaginent ça, d'une part, et d'autre part pour les gens qui s'imaginent que les Québécois ont refusé d'aller se battre pendant les deux guerres mondiales parce que nous serions des pacifistes par nature, ce qui est un non-sens carabiné. Parce que quand il s'est agi d'aller se battre contre la République italienne au 19e siècle, les Zouaves, là, c'est par milliers que les Québécois se sont engagés. Mais ça, on n'en parle jamais. Ils avaient des belles culottes. Mais voici un texte dont je vous lis la péroraison. C'est un discours du chanoine qui s'intitule « Si dollars revenait ». OK. Et ça finit ainsi. Puis je vous donnerai les détails après. Oh! Qu'il est temps que tu nous reviennes. Je vous rappelle, OK, Dollard des Homos, c'est le monsieur qui a lancé un baril de poudre sur les Iroquois pour les tuer, puis le baril de poudre, il est revenu d'en face. Le dernier. D'ailleurs, le dernier. D'ailleurs, quand vous regardez le monument de la Liberté, là, au Parc La Fontaine, il y a un ange derrière Lionel, pas derrière Lionel Groulx, derrière Dollard des Ormeaux, qui pointe de même, puis t'as l'impression que l'ange dit à Dollard, tapon, je t'avais dit par-dessus la palissade de Barry. T'as vraiment l'impression que l'ange est en train de l'engueuler. Mais bon,
Je vais aller la voir, la statue. Je vais aller me recueillir pendant que c'est encore possible. Et vous regarderez les contre-marches de chaque côté. Ce sont les noms des amis de Dollard qui sont morts. Ça a servi de bottin téléphonique. C'est tous les pseudonymes que le chanoine, qui était un lâche fini, utilisait pour écrire des articles antisémites sous pseudonyme. Il l'utilisait comme brassier, par exemple. Il utilisait les noms des compagnons de Dollard. C'est vraiment... C'est une ordure, cet homme-là. Là. Bon, bref. Alors, un jour, il écrit « Si Dollard revenait », après avoir massacré des Indiens. « Oh, qu'il est temps que tu nous reviennes, ô commandant du vieux fort de Ville-Marie. Nous avons tant besoin d'un jeune chef comme toi et d'un pareil entraîneur d'hommes. Là-bas, regarde, à la frontière où tu tombas, une barbarie aussi envahissante que l'ancienne s'en vient et menace nos armes françaises. » Ça veut dire les Anglais ont remplacé les Indiens. C'est ça que ça veut dire, là. C'est votre interprétation. Ici, c'est l'œuvre d'une reconstruction et d'une réflexion totale qu'il nous faut entreprendre. Lève-toi, ô Dollard, vivant sur ton socle de granit. Appelle-nous avec ton charme viril, avec tes accents de héros. Nous lèverons vers toi des mains frémissantes comme des palmes, ardentes dans l'ambition de servir. Ensemble, nous travaillerons, nous reconstruirons la maison de famille et pour la défense française et pour la défense catholique. Si tu le commandes, ô Dollard, ô chef enivrant et magnétique, jusqu'à l'Holocauste suprême, nous te suivrons. Ce corps a écrit ça en 1919. La Première Guerre mondiale vient de finir. L'Holocauste vient de finir. Et ce sacrement-là... L'Holocauste, c'est la deuxième. Non. L'Holocauste, c'est 10 millions de morts en Europe. Là. On peut appeler ça un Holocauste. Il vient d'y avoir un massacre de 10 millions de personnes en Europe. Et le calice, il dit, on repart la guerre. Viens-t'en au Dollard et on va tomber. D'ailleurs, c'est une des affaires perverses gays, les pires que j'ai vues dans ma vie. J'allais dire, j'en ai vu quelques-uns. Il est venu dans sa soutane en écrivant ça au moins 3 fois. Il a fallu décoller la soutane. Ça devait sentir le sueur. En tout cas, bon. Mais ça, c'est 1919. Alors, pour les gens qui s'imaginent que nous sommes des pacifistes par nature, pourriez-vous aller lire un peu avant de vous ouvrir la trappe, s'il vous plaît? Merci infiniment. Et, merci. À la prochaine. À la prochaine. Non, mais j'ai oublié de dire quelque chose qui... ça va être un défi. Prochaine fois qu'on se revoit, ça va être en janvier. Ou en février, là, je verrai, mais je sais pas quand est-ce que je vais le diffuser. Ça se pourrait que ce soit la première chose que les gens vont entendre à la balado en 2025, ça va être ce qu'on vient d'enregistrer. Ça vous parle l'année, mon cher monsieur? Ouais. Prochaine fois qu'on se voit, interdit de prononcer, c'est un défi, là, le mot Lionel Gros. On va voir si ça va être capable. C'est 2 mots. C'est 2 mots que vous m'avez très bien compris. Prochaine fois. Bon, alors, ce segment était pas prévu dans cet épisode-ci, mais j'ai décidé de l'ajouter parce que il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Frédéric Dubé, bonjour. Bonjour, Fred. Bon, on s'est déjà parlé, nous, il y a quelques semaines, l'épisode sur les savoirs ouverts qu'on avait fait ensemble. Oui. Et là, j'ignorais que vous étiez impliqué dans la revue Nuit Blanche. Et oui, depuis 2022, je fais partie du conseil d'administration de Nuit Blanche qui est situé à Québec. Ouais. Puis depuis mai 2024, je suis à la présidence. Bon, et là, je sais que Le Devoir en a parlé, il y a les gens du milieu littéraire en ont entendu parler, la revue est en danger. Peut-être nous parler de son historique un peu, parce que c'est une revue quand même qui existe depuis longtemps. Depuis longtemps, ça fait 42 ans que la revue existe. La seule revue littéraire professionnelle dans la ville de Québec et qui donne une part belle à la critique, à la critique littéraire de façon professionnelle. Et c'est pas juste québécois, c'est toutes les francophonies aussi. Ah oui, OK, quand même. Oui. Ça ratisse large. Et là, elle est en difficulté. On savait... En fait, je pense, même à Nuit Blanche, il y a des gens qui ignoraient un peu ce qui se passait avec l'ancienne directrice, qui a été très malade, entre autres, et qui a
plomber, en fait, l'existence de Nuit Blanche. Peut-être nous expliquer un peu ce qui se passe? Oui, le contexte, tu sais, Fred, c'est super difficile de recruter du personnel, surtout dans le milieu culturel, parce que les salaires, on ne peut pas être très compétitifs. Puis, ça a été un jeu de chaises musicales pendant plus de 3 ans. Puis, l'ancienne direction s'est épuisée à former des gens qui ne restaient pas. Ça a eu des conséquences graves parce que la fonction de directrice qui est de s'assurer du financement, puis de l'administration, mais toutes ces tâches-là ont comme été mises de côté, fait qu'il y a un retard important. Ouais. Et là, on parle d'un retard administratif d'à peu près 3 ans. Ça veut dire état financier, comptabilité, renouvellement des subventions. Peut-être pour expliquer un peu pour les gens qui ne sont pas dans le milieu des revues, comment ça fonctionne un peu le financement. Est-ce qu'il y a du financement qui est récurrent? Est-ce qu'il faut amener des documents pour prouver, je ne sais pas, nos abonnements? Comment ça fonctionne pour s'assurer qu'une revue comme Nuit Blanche puisse perdurer dans le temps? C'est sûr que si une revue culturelle québécoise, ça ne peut pas survivre, ou en tout cas difficilement, sans les bailleurs de fonds, tant fédéral, provincial, municipal. Mais c'est sûr qu'il y a des abonnements. Il y a la vente dans les librairies. Surtout que depuis quelque temps, d'Immédiat s'assure de la distribution dans les librairies, parce qu'on se rappelle d'un pas si lointain passé où on retrouvait même plus les revues culturelles dans les librairies, tu sais. Okay. Là, c'est de retour. Donc, ça, ce sont les diverses sources financières. Juste te dire, Fred, quand je suis arrivée au CA en 2022, on avait vraiment comme objectif de repenser l'avenir de la revue, un peu comme ce que a fait plusieurs autres revues, là, comme LQ, Spirale, etc. Tout à fait. Puis, là, bon, tu sais, est arrivé ce qui est arrivé, puis on essaye de juste survivre, mais on n'a pas perdu ça de vue, parce qu'on pense en fait que cette crise-là est une opportunité pour revoir notre modèle d'affaires, puis pour développer les publics, revoir le fond, la forme, tu sais. Oui. On parle de... en fait, est-ce que vous avez quand même une certaine collaboration ou... je ne sais pas si le mot empathie est le bon mot, par rapport aux subventionnaires, entre autres, parce qu'on le sait, les budgets sont pas illimités. Il y a quand même beaucoup de revues au Québec aussi. On est chanceux, on en a beaucoup, mais en même temps, ça amène des défis que toutes ces revues-là puissent survivre. Nuit Blanche, bon, vous l'avez dit, ça a une 40aine d'années, ça a quand même une longévité qui mérite d'être poursuivie. J'imagine qu'il faut redéfinir la mission. Est-ce que vous sentez que vous êtes capable de donner un coup de barre et de faire que tout ça survive, en fait, pour la pérennité? On a confiance. Je te dirais que depuis la mi-décembre, là, quand on a commencé la campagne d'appui, on a vraiment reçu une vague d'amour. Puis ça, on en avait grandement besoin. Puis on se rend compte que Nuit Blanche a sa place. Nos partenaires plus naturels, les bailleurs de fonds sont à l'écoute. Il y a eu des ministres, des députés aussi qui ont débloqué dans leur fonds discrétionnaire. Donc, on sent que, tu sais, notre chien n'est pas mort. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup d'efforts. Je vous dirais, là, ce qui nous aiderait le plus actuellement, c'est on manque de bras. On manque de tête. Tu sais, des gens qui veulent s'impliquer dans le CA, qui veulent venir nous aider, qui ont, tu sais, peu importe, même un petit peu de temps, ça nous aiderait vraiment. On va lancer un appel à la communauté de la balado parce que je sais qu'il y a des gens qui ont sûrement à cœur des revues comme Nuit Blanche et qui ont du temps à mettre. Parce que dans le fond, bon, j'imagine qu'aussi, ce qui serait le fun, c'est que les gens s'abonnent. Si les gens ne connaissaient pas la revue, de s'y abonner. C'est une revue... Est-ce que c'est une revue qui est essentiellement vouée à la critique ou il y a une partie création, il y a une partie... La création. Il y a des dossiers, des entrevues... très varié. Puis, tu sais, c'est pas niché, c'est grand public. Tu sais,
Ça, il faut le dire. Ouais. La campagne d'appui, qu'est-ce qui est le fun? Ça l'a permis, parce que ça, on le voit pas, hein, c'est opaque, mais nous, on le sait, 10% d'augmentation d'abonnés depuis un mois. Ah oui, quand même, OK. Ouais. OK, bon, alors là, si les gens veulent donner du temps, embarquer dans le CA pour peut-être partager leurs propres expériences qui pourraient vous servir, comment les gens font? Allez sur notre page Facebook, écrivez-nous ou sur notre site web nuitblanche.com, nous contacter, ça va nous faire plaisir là, de vous répondre. Ça marche. Frédéric Dubé, merci d'avoir pris le temps, puis j'espère qu'il y a des gens de la communauté qui pourront vous écrire et vous donner un coup de main pour que Nuit Blanche persiste encore pour une 40aine d'années. Exactement, puis que nous, de notre côté, on fasse un peu moins de Nuit Blanche. Oui, voilà. Merci. Merci. Bye bye. Salut. Alors voilà ce qui conclut ce 16e épisode. On va se laisser en musique avec... J'avais pas le choix. En fait, j'avais envie de mettre une chanson, parce que des fois, je mets des pièces un petit peu... un petit peu abstraites, ou très rock, ou très jazz, ou très bon. Là, on va y aller vraiment dans la pop avec un grand succès. Relié au Plouf, parce qu'il n'y a pas juste Doris Lucier et le Père Gédéon, hein, dans le fond, il n'est même pas dans le film en plus. D'ailleurs, j'ai pas rêvé, hein, il y a vraiment une série qui a été diffusée à la télé dérivée du film. Rassurez-moi, j'espère que je n'ai pas rêvé ça, parce que je la trouve pas sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes genre Éléphant, mais il y a une série des Ploufs. Je veux terminer avec la chanson des Ploufs, Il était une fois des gens heureux, interprétée par Nicole Martin, qui est décédée il y a quelques années. D'ailleurs, j'avais eu la chance de la croiser sur le plateau de cette année-là. Quelques semaines, je pense que c'est en fait quelques semaines, deux mois, je crois, avant son décès, qui interprétait la chanson thème des Ploufs, qui était Il était une fois des gens heureux, écrite par Stéphane Venn, ce grand compositeur-interprète, aussi qu'on oublie, mais qui a eu une carrière de fonctionnaire assez impressionnante et une carrière sur les réseaux sociaux un peu moins intéressante. Alors, j'espère que malgré les dernières polémiques entre ses publications souvent problématiques, entre autres sur les femmes voilées et sur Léa Clermont-Dion, j'espère qu'il trouve quand même un peu de bonheur et que lui aussi parvient à être heureux. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes, où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens heureux, qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense qu'ils disaient béni de Dieu. Il était une fois des gens de paix, mais vers les années de vent mauvais, à table il y eut des chaises vides, aux yeux vers les rides, il ne resta plus rien de vrai. Il ne faut pas chercher à savoir où s'en va le temps, il s'en va pareil aux glaces dans le Saint-Laurent. On fait toute la vie semblant qu'on va durer toujours, pareil au fleuve dans son cours. Et c'est peut-être rien que pour ça qu'on fait des enfants. Il était une fois des gens heureux, et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux. Il était une fois des gens heureux, qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense, et clair et juste et merveilleux, un univers béni de Dieu. Il était une fois des gens heureux, c'était en étant plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore
disait toujours